Hugues et Fraternité, je fais une petite visite de la maison du peuple, même si elle n'est pas au meilleur de sa forme en ce moment, mais on compte sur les copains pour la faire repartir au mois de septembre. Et moi, ça m'évoque plein de souvenirs, ça me fait penser à la maison du peuple de Saint-Nazaire. C'est un ancien Pôle emploi, il n'y a que les couleurs de porte qui changent. Les copains, ils ont un peu tagué plus que de raison, mais on connaît ça parce qu'on a fait pareil à la maison. Et le joli éléphant Antifa. Et maintenant, je vais demander à Fadila, qui est la... comme je la décrirais comme la concierge de la maison du peuple, vu que c'est comme ça que je me décris. Non, comme une militante au même titre que tous les autres militants. Oui, ça oui. Ouais. T'as un savoir du lieu, déjà. Peut-être juste un petit peu plus d'expérience, c'est tout. Ouais, mais ouais, déjà. Ça y joue. Et t'as une connaissance du lieu et de la lutte qui est déjà assez importante. C'est important parce qu'on est plus âgé et qu'on est dans la rue depuis plus longtemps, mais... Non, mais c'est pas un mérite et dévaloriser les autres, dire que t'es supérieur ou quoi. C'est pas dans ce sens-là que je disais. C'est justement ceux qui ont plus d'expérience doivent aider ceux qui en ont moins. Complètement, voilà, la transmission. Moi, je trouve ça important. À tous les niveaux. Voilà. Et du coup, ils ont donné des noms à toutes les chambres. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle nous raconte un peu l'histoire des noms sur les portes. Ziad et Bouna, je ne sais pas si on a encore vraiment besoin de raconter leur histoire. Ce sont les deux jeunes qui ont été poursuivis par la BAC et qui sont partis se cacher dans un... Alors comment ça s'appelle dans un... Transformateur. Oui, voilà, transformateur, pardon, et qui sont morts électrocutés. Ça a été les premières révoltes. Alors on a beaucoup entendu parler d'émeutes à cette période-là. Ce ne sont pas des émeutes, ce sont bel et bien des révoltes de la population des quartiers populaires envers les discriminations qu'ils subissent depuis bien trop longtemps. Et Ziad Bouna, pour moi, ça a été aussi un marqueur dans l'éveil des consciences. Il y a eu Malik Oussekim avant ça, sur lesquels, suite à son décès, il y a eu pas mal de mouvements. Et Ziad Bouna, ça a été aussi marqueur. Et ça a permis à beaucoup de jeunes, de tout petits, de se conscientiser sur la question de la discrimination et des violences policières qui ont lieu envers la population des quartiers populaires. Ok. Ça va être une suite d'histoires que tu vas raconter. Je l'embête un peu. Il n'y a pas de souci. Je vais appeler les collègues. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais demander. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. C'est pas, je me focalise pas que sur toi, en fait. Faustine et Ouais, les habitants. Carola, là, Carola, tu peux nous faire la visite de la maison? Moi, j'aimerais bien avoir toutes les histoires des noms sur les portes, comme je disais déjà. Et après, j'en profite pour filmer. Il y a trop de trucs à voir sur les murs. Donc, au final, prendre des photos de tout, c'est compliqué. C'est un petit peu comme une personne tatouée, en fait, la maison du peuple. C'est chaque chambre et chaque partie, il y a des phrases, des slogans. Et chaque chose raconte une histoire. Ouais. Une histoire à un militant qui est passé par là, qui raconte une histoire à un groupe, qui raconte l'histoire d'une action, d'une soirée, d'un instant T, ici, vécu. Non, mais ça me fait plaisir de l'entendre de votre bouche parce que c'est exactement la même chose que c'était chez nous. En plus, on a les mêmes volets, les mêmes portes, même si elles ne sont pas de la même couleur. Et par contre, pas les mêmes slogans. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais, mais c'est l'occasion de faire passer un message au Pôle emploi nationaux, de leur dire que l'art déco est vraiment pourri et qu'il ferait mieux de réfléchir à de nouveaux architectes. Merci. Et du coup, voilà, on va demander l'histoire d'une autre porte. Et ici, c'est la chambre. Alors ici, c'est la chambre d'un camarade qui venait des États-Unis, qui était de passage à Marseille. Greg. Il était là-bas. Ah ben voilà. Mais c'est lui qui avait marqué cette porte, il me semble. Ah ouais, putain, je sais pas. Il n'est pas au son, pas haut. Si, c'était lui. Chambre d'épée, AK, d'épée, je sais pas quoi. Ah, c'est Julien ça qui a écrit. Que j'ai écrit. Alors vas-y, explique. Les grands débats, tu vois. Ça vous dit, on commence. Vous voulez faire une visite entière de. Bah ouais, gros. On va commencer par. Mais non, on l'entrée, commence là-bas. par là, c'est moi qui choisis. Ah ouais. Après, je finis par dehors. Je bah, commençais c'est par le- l'endroit où j'ai dormi, en fait. Là où vous m'avez accueilli. On va faire une visite rétroactive alors. Rétrospection. Tu as déjà visité là-bas? Ouais, on a fait la chambre, là, juste là. Ouais. Ça, c'est le deuxième fumoir. Le fameux fumoir indispensable à la maison du peuple. À toutes les maisons du peuple. Ça pose débat.
Mais Parce que ça a été fumoir que l'histoire d'un soir, quoi. Ouais, c'était par intérim un peu. Au début, il était de ce côté-là, quand toutes les pièces étaient vides, mais il y avait le voisin du dessus. Déjà, il y a un chien qui a gueulé parce qu'on a essayé de repérer le jardin qu'il y a derrière. Juste pour dire qu'au niveau Ça fait du bruit. l'autogestion, l'auto-organisation, on n'y est pas encore. ah, mais c'est partout pareil. Ah, disons que c'est Après, une il faut- organisation flexible, quoi. Faut quand même l'importance de garder un lieu quand même sans fumer, même moi qui fume. C'est l'importance d'avoir un fumoir, ça permet que ben, tu vois, il y a plein de gens qui fument pas et qui vont pas rentrer s'il y a de la fumée, tu vois. Ouais. Nous on s'en fout, on fume. Ouais, Mais On a fait ça selon l'occupation du lieu. non, quoi. non, mais je comprends, Comité, ça t'inquiète, fume. c'est un peu pareil partout. On a une ancienne salle de projection ici. Qui est vite devenu un atelier de fabrication de matériel et de banderoles pour... bon, bah, aujourd'hui, il n'y a plus rien, on peut tout montrer. Ça a été un atelier de fabrication et de banderoles pour les manifestations, dans lequel il y a eu plein d'idées qui ont émergé, plein de choses qui ont été construites, plein de choses qui ont servi. Là, par exemple, vous avez un trône qui avait été fabriqué. Bon, là, il est un petit peu allongé, mais suite à Games of Thrones, on avait fait le même trône avec plein de barres qui portaient de tous les côtés. C'était parti d'une blague, mais ça a été vachement utile. Ah, c'est cool. Voilà. Attends, je montre le panneau là-bas, qui est chouette. L'histoire de ces panneaux, c'est pour dire aussi merci au Pôle emploi, parce que leur plafond nous donne plein d'idées et surtout plein de matériel. Et franchement, ça par contre, je suis impressionné. On n'y a pas pensé à ça, nous. Ben voilà. On n'y a pas pensé, Donc je t'avoue. n'hésitez pas, les plafonds peuvent avoir plusieurs utilités. Ouais, hein, ces petites dalles qu'on connaît bien à la maison. Vous savez que vous allez être expulsé. Donc ici, ce sont les prénoms de nos amis qu'on rencontre chaque samedi en manifestation, mais pas du même côté de la barricade que nous. Ah, ok. Nous, on a fait le choix de la liberté, eux ont fait le choix de la collaboration. Des chiens, il y en a dans toutes les villes. Ils se reconnaîtront. Ouais, mais t'inquiète. Les copains aussi reconnaîtront. Et du coup, même si on connaît tous l'histoire, c'est D'Adama important de ne pas Traoré. oublier Oui. et de raconter l'histoire même si on la connaît tous. Complètement. Alors nous, on a eu la chance de recevoir Assa et Youssef, qui sont les deux porte-parole du collectif Justice et Vérité pour Adama Traoré. Ils sont venus nous rendre visite à la Maison du Peuple. On a fait une manifestation avec eux sur Marseille sur la thématique des violences de la lutte contre les violences policières. Et effectivement, Adama, ben, on y pense encore parce qu'ils sont encore dans la lutte et ils sont encore dans le fait d'essayer de faire reconnaître que les gendarmes sont bien les auteurs et les responsables de l'assassinat d'Adama. La particularité pour la famille d'Adama, c'est qu'en plus de leur avoir enlevé un fils, ils leur ont enlevé aussi 3 autres garçons qui ont été emprisonnés, qui ont eu de longues peines de prison, dont un qui veulent faire passer aux assises sous de faux prétextes, tout ça en espérant mettre la pression à la famille et en espérant mettre la pression à tous les militants qui continuent de lutter et en essayant de faire taire en fait tous ceux qui sont épris de vérité, de justice, ben, juste parce qu'on a l'occasion de le faire, de dire que cette pression-là ne marche pas, qu'ils n'arriveront pas à nous faire peur et qu'on continuera à lutter pour que justice soit rendue. Enfin, justice, bien qu'on ne croit pas à la justice telle qu'elle est actuellement, au moins pour faire éclater la vérité sur l'assassinat d'Adama, de Ziad Ebouna et plein d'autres victimes des violences policières. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aurais un petit truc à modifier juste pour dire que on n'est pas des surhommes. On te contredirait en disant qu'ils ne réussiront pas à nous faire peur. Ils nous font peur, mais on ne lâchera pas l'affaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui franchissent pas le pas et qui pensent que les militants on est des surhommes et que nous on n'a pas peur. Des surhommes. C'est pas une question. Évidemment, non, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur parce qu'on est encore là et que qu'ils nous mettent pas la pression. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de crainte. Ça veut pas dire qu'on tremble pas quand on sort ou qu'on tremble pas quand on est face à un gendarme ou un CRS. Effectivement, leur force et la nôtre c'est pas la même. Enfin, leur force, surtout leurs outils, le matériel qu'ils peuvent avoir. Nous, on n'a pas. On y va à main nue. Et effectivement qu'il y a toujours une appréhension, mais on n'a pas peur. Non, mais je pense que ça demande du courage, surtout. Je sais pas ce que ça demande, mais on continuera à l'être. Peu importe le terme qu'on met derrière, on sera toujours face à eux. Ça. Voilà, on va continuer la visite par là. Bah tiens, c'est Aurel qui filme son documentaire pour la route. Quand même.
Ah, il y a trop de slogans pour que je commente chaque slogan, les gars. Vous vous démerdez. Je filme un morceau d'histoire avant qu'il soit expulsé. Et la maison du peuple de Marseille est complètement différente. J'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais bien aimé la voir en pleine vie, avec 100 personnes qui passent, ou même 50, ça m'aurait suffi, en perma. Mais on sait tous qu'au mois d'août c'est compliqué, même la note de Nantes c'est compliqué. C'est le mois d'août, les gens sont les pieds dans l'eau. Bon, on sait que c'est dur, mais bon, on n'en veut à personne, tant qu'ils seront là au mois de septembre. On a laissé notre petite trace. Libérer Anto, c'est un clin d'œil au camarade Antonin, antifasciste de Paris, qui s'est fait arrêter il y a 2 mois et demi de ça, qui a un mandat de dépôt, qui a été emprisonné à la santé, qui a été mis à l'isolement et qui aujourd'hui est à Fresnes. Il est passé au tribunal il y a moins d'1 semaine de ça, il devait être libérable le 17 août. Le procureur a fait appel et du coup son mandat de dépôt est encore prolongé. Donc gros respect à Antonin, à la résistance dont il fait preuve et un big up à lui, et on sera encore là pour continuer à faire vivre son histoire et pour se battre pour sa libération. Et c'est l'importance de faire des rencontres, de se déplacer de chez soi aussi. On apprend à nourrir sa propre lutte de la lutte des autres. Qu'il faut sortir sa tête de derrière l'ordinateur, comme dirait Chris. Et du coup, je vais te demander une autre histoire. Bah, ça change pas, toi. Moi, je dis à la maison du peuple, c'est un jour une histoire. Toi. Mourad de Toit, c'est un... C'est toi sur le calendrier, là. Oh, ça va. Mourad Toit, c'est un jeune de 16 ans qui a été poursuivi par la BAC sur le quartier de Fontvert. D'abord, ils l'ont attrapé, ils l'ont molesté, ils l'ont tapé. Il a réussi à s'échapper et il s'est échappé, il est rentré dans un appartement d'un des bâtiments. À partir de là, l'histoire est très floue. Tout ce qu'on sait, c'est que Mourad est tombé du 2e ou 3e étage, je ne sais plus. Il est tombé au sol, que la BAC est partie autour de lui au sol et qu'ils n'ont laissé personne intervenir. Le jeune était en train d'agoniser au sol, chute mortelle puisqu'il en est décédé, et qu'aucun geste de secours n'a été porté à Mourad. Ils l'ont vraiment laissé à terre en empêchant tout le monde de s'approcher, en sachant que les voisins étaient tous là à crier en demandant ce qu'il y ait une intervention. La police n'a même pas pris la peine d'appeler les pompiers. C'est les gens qui étaient en bas, qui étaient témoins, qui ont appelé les pompiers. Les pompiers ont mis 1 demi-heure à arriver. Et 1 demi-heure, on sait très bien à quel point ça peut être super long pour quelqu'un qui est en train d'agoniser au sol. Donc voilà, et ça reste encore une lutte à porter sur Marseille. Solidarité avec Samia, la maman de Mourad, qui a porté ce combat toute seule et qui continue de le porter pour faire reconnaître justement la non-assistance à personne en péril de la part de la police. Que des histoires lourdes et chargées de sens dans un état pseudo-démocratique. Du coup, on va finir la visite par... Putain non, je dis on va finir la visite. Allez. C'est grand. C'est moins grand que chez nous, mais c'est énorme. Donc, slogan international, ACAB, Ouais, bah... auquel on croit profondément. Hein. Je pense que ça commence à s'ancrer dans la tête de toute la France. Exactement, il serait temps. Voilà. ACAB pour les profanes. Ça veut dire que tous les chats sont gros. ACAB pour tous les profanes, ça veut dire renseigne-toi 2 minutes aussi. Et tu peux nous raconter un peu le combat de la Plaine pour les gens qui ne sont pas de Marseille? Oui, bien sûr. Alors la Plaine, c'est un quartier populaire. Ça a été longtemps un quartier populaire du centre-ville de Marseille, où on prenait plaisir à se retrouver sur la place. Il y avait une espèce de petit square où les familles allaient avec leurs enfants, puisque vous avez un peu visité Marseille, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en centre-ville pour pouvoir y sortir avec les enfants et les poser tout n'est que rue et goudron. Je confirme. Et ça, c'était une des dernières places sur laquelle on pouvait aller se poser. Sauf que la Soleam, chez Noz et la ville de Marseille ont décidé de continuer la gentrification du centre-ville
En fermant cette place, il y avait un marché populaire, un marché auquel plusieurs personnes de plein de quartiers différents venaient se retrouver le samedi. Et ce marché était aussi un lieu de sociabilisation pour une grande partie des personnes, y compris des personnes âgées qui la semaine étaient souvent isolées, et ce temps-là de marché leur permettait d'aller rencontrer plein de monde. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en train de refaire cette place-là. Il y avait eu une concertation pour pouvoir discuter avec la population du chantier qui allait être mis en place. Mais comme ça peut l'être dans plein de villes, c'était une concertation bidon, puisque ce que la population avait proposé n'a jamais été pris en compte. Et c'est au final le projet de la Soleam qui a été mis en place. Le projet de la Soleam, ça a été de détruire le marché populaire. Et après les travaux, ils comptent mettre en place une espèce de marché pour touristes avec des petits stands pour touristes où le prix est multiplié par 5, par 6 et d'organiser des visites touristiques à la plaine. En plus de la place qui est totalement modifiée, il y a tous les commerces aux alentours qui ferment parce que les travaux durent déjà depuis un moment. Ça risque de prendre encore énormément de temps. Et la place n'est plus du tout... En fait, on ne peut plus se poser là. Et tous les commerces qui sont autour perdent énormément d'argent. C'était des commerces avec qui on avait tissé des liens. C'était des personnes qui étaient issues du quartier, qui faisaient vivre le quartier. Aujourd'hui, tous ces commerces-là sont en difficulté. Et malheureusement, on commence à entendre des noms de grosses enseignes qui cherchent à racheter, comme par exemple... les boulangeries Paul, qui sont des grosses enseignes, et du coup c'est pas le petit boulanger artisan du coin. Il y a aussi la grosse société là, de café, je me rappelle même plus comment ils s'appellent, tellement je m'intéresse pas à eux. Ceux qui font les cafés frappés, gelés. Tu parles à quelqu'un qui parle pas de café. Bien gros, Ouais. qui est en train d'essayer de racheter des commerces autour de cette place-là, et du coup ça va complètement dénaturer le quartier. Et on sait comment ça se passe. Il va y avoir une augmentation de loyer, donc un changement de population. Et donc les personnes populaires qui vivaient là, issues de catégories populaires, vont se retrouver encore une fois reléguées dans les quartiers les plus pauvres et les plus lointains du centre-ville pour redorer l'image du centre-ville de Marseille. C'est un peu Disons le que cas. Marseille, c'est une des rares villes où les quartiers populaires sont encore à l'intérieur et en plein centre-ville. C'est ce que je trouve magique à Marseille. Voilà, mais ça justement c'est en train de changer, il y a un peu des travaux partout en même temps, dans le seul but de gentrifier le centre-ville de Marseille. C'est un peu le cas un peu partout, mais... Et il y a une ZAD, carrément la plaine. Il y a eu pendant un temps l'occupation de cette place-là qui avait duré pendant quelques mois avec l'occupation des arbres. Ça a été un long combat, on a eu pas mal d'affrontements avec la police, pas mal de camarades arrêtés pendant cette période. Et voilà, on avait réussi à tenir cette place pendant un temps. Au final, ils ont investi plus de 400 000 euros pour enclaver cette place-là et y mettre des murs comme on peut le voir à Gaza. C'est-à-dire que la place de la Plaine, à un moment donné, a ressemblé aux murs qu'ils ont mis en place à Gaza pour séparer les populations, quoi. Moi je te disais, je m'en fous qu'ils vont pas le voir. Ça le montre pas à l'écran, c'est pas bon pour vous. Ah ouais? C'est qu'on libère des matériels électroniques polluants et qu'on les rend au peuple. Non, mais C'est comme les maisons. tu fais comme tu veux, gros. Moi je montrerai pas ça à l'image pour pas vous nuire. Je sais pas, mais je sais. Bon, du coup on finit la visite par là. Ça, c'était une petite pièce dans laquelle on avait des animaux. Bon, là, on les a enlevés parce qu'on ne veut pas se les faire enlever, justement. Vous avez des animaux quoi comme On en animaux? avait, on avait des tritons, on avait des chats, les chiens se baladent très tranquillement. Il y avait des geckos, il y avait des cochons d'Inde. Voilà, ça nous permettait aussi, les petits, quand ils venaient, ça leur de s'occuper des animaux. C'était une première responsabilité. Oh, c'est chouette, moi j'adore les animaux. Et je trouve que c'est ouais. Pour les enfants c'est chouette. Bon, je vais pas faire re-raconter l'histoire de Zineb à Fadela parce qu'elle a raconté à Aurèle hier. Voilà. Je lui demanderai les images que je publierai l'interview qu'elle a fait là-dessus. Ici, c'était un espace qu'on avait mis en place. Alors, c'est le salon Rémi Fraisse.
Rémi Fraisse, pour ceux, enfin, on connaît tous aujourd'hui. Rémi Fraisse est décédé, pareil, enfin, à la ZAD de Nantes, suite à des tirs de la police, à des lacrymos, enfin, tout ce que la police peut utiliser sur la population, quoi. Voilà, donc c'était un hommage à Rémi, à sa lutte, à son combat. Et ici, on avait mis en place une bibliothèque où les personnes pouvaient venir prendre des livres, les lire, soit les lire sur place avec les personnes présentes, soit les emmener pour les lire chez eux, soit les garder. Mais c'était surtout un espace d'échange autour des livres entre les adultes et les enfants. Non, en fait, même si on n'est pas en coopération, les différentes maisons du peuple, les mêmes idées se retrouvent souvent un peu partout. Bon, je vais montrer un petit tag de plus près parce que pour un fan de manga comme moi, ça me parle. Full Metal Fouquet's. Putain, je suis trop nostalgique d'être dans cette maison. Je vais vous montrer la salle d'AG. Ça, c'était une salle dans laquelle on y donnait, mais on va reprendre, hein, des cours d'arabe, d'anglais, de l'alphabétisation, du soutien scolaire pour les enfants. C'était un petit peu une mini-salle de classe et d'échange aussi. C'est chouette. Et du coup, c'était la salle où ils l'ont renommée récemment salle Steve Maya Kaniko. C'est ça. C'est le jeune Qui est tombé dans la qui est Loire. tombé dans la Loire, ouais, et Je te mets pas- gentiment poussé par la police. Voilà. Tous les gens qui suivent ma chaîne connaissent l'histoire avec toutes les vidéos que j'ai fait dessus récemment. Encore une bavure policière de plus. Donc ça, c'est la salle dans laquelle on fait les conférences, la salle dans laquelle on fait les AG, les réunions. Ce tag nous parle à tous parce qu'en fait, nous, dans les manifs, que ce soit les violences policières, les gilets jaunes, on chante souvent que nous sommes tous des enfants de Marseille. C'est pour trouver un slogan qui crée une unité, une convergence de toutes les personnes présentes lors des rassemblements. Au départ, il y avait une différence entre les gilets jaunes, les caouets noirs et les antifas, etc. Et quand on chantait ce slogan, on se retrouvait vraiment tous à le chanter d'une seule et même voix. Et ça nous parle beaucoup. Ah, il est magnifique ce tag. Je suis tombé amoureux dessus quand je l'ai vu. Et c'est quoi être un enfant de Marseille alors? Être un enfant de Marseille, c'est être un enfant issu enfin, pas issu, pardon, c'est être un enfant qui a grandi dans la multiculturalité, dans une ville cosmopolite, et quelqu'un qui est capable de ressentir et d'éprouver un partage avec toutes les communautés, toutes les religions qui sont sur Marseille, et de pouvoir avancer au même niveau que tout le monde et avec tout le monde. Parce que ça, c'est l'histoire de Marseille. C'est l'histoire de Marseille, c'est l'histoire qu'on essaie de nous enlever, et c'est les divisions dans lesquelles on ne veut pas tomber surtout. C'est quelque chose qu'on veut continuer à essayer de faire perdurer. Ah, chouette salle de réunion. Donc vous avez compris que ça, c'est en hommage à la lutte de Kamel et des salariés du McDo, le Ronald. Ah ouais, j'avais compris. Il est magnifique le Ronald. Voilà. La petite histoire de ce slogan, tiens ta requin, c'est parce que quand on est rentré dans ce local, beaucoup de personnes se sont exprimées sur ces murs. Il y avait énormément de tags, et il y a eu une grosse discussion sur le fait, est-ce qu'on laisse tous les tags dans cette salle, ou est-ce qu'on en fait une salle où tout le monde peut s'y retrouver pour les AG? Parce qu'on sait en fait la difficulté par rapport à l'image. Le fait de d'organiser des conférences ou d'appeler des personnes pour venir tenir des conférences dans des lieux tagués, des lieux que les politiques appellent des lieux de punk à chien, ça pouvait être... ça pouvait empêcher les personnes de venir. Donc ça a été un long débat que de savoir est-ce qu'on repeint pas, est-ce qu'on laisse blanc, est-ce que chacun peut y aller de son mot.
Donc vous voyez qu'il y a encore des dessins en dessous. Cette salle a été repeinte à 3 reprises. Il y a eu beaucoup d'expressions, beaucoup de débats sur cette salle. Et voilà, le résultat c'est ça aujourd'hui. Non, mais c'est un débat qui se pose dans tous les lieux collectifs, je pense. Militants. Voilà. Moi, je constate vraiment la présence de Zineb partout dans les tags. Enfin, j'ai du mal à décrire la maison, mais elle est chouette. En tout cas, il y a de l'expression, quoi. Ah ouais. On a énormément de choses à dire et ça nous parle. Ça nous parle. Comme je disais tout à l'heure, chaque phrase, chaque mot, c'est une histoire, c'est une aventure, c'est un instant qu'on a vécu dans cette maison, qu'on a vécu avec des militants et qui font qu'on tient. C'est toutes ces petites histoires-là qui fait qu'on s'est construit une famille ici aussi. C'est une deuxième famille. Il y a des personnes à qui on tient énormément. Au-delà d'être militants ensemble, aujourd'hui, on veille les uns sur les autres. Et c'est comme ça que je vois, moi, les relations entre les différentes personnes. Je sais pas si tu connais les maisons du peuple d'avant. Non. C'était des maisons, souvent, où il y avait des syndicats en fait, qui étaient installés là. Mhm. Et c'était souvent des maisons où, en plus de faire de la politique, on faisait de la culture. Ça n'arrivait pas toutes, mais de la culture, au sens, on apprenait aux gens, justement, à peindre. Peut-être des fois à faire du théâtre, on accueille des artistes, des intervenants artistes et tout. Et c'est marrant comme, naturellement, là, finalement, c'est une maison du peuple et ça... Sauf que les artistes, c'est nous. Voilà. C'est les gens du peuple. C'est pas des artistes renommés, c'est pas la version bobo de l'artiste, si je peux me permettre. Oui, c'est pas un squat d'artiste. Voilà. Salut. C'est une vraie maison du peuple. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. La petite pancarte là pour Zineb Redouane, c'est les pancartes. Hier, on vous a raconté qu'au début des manifs des Gilets jaunes, on ne s'arrêtait pas systématiquement à la rue des Feuillants. La rue des Feuillants, c'est une rue de Hanoï où Zineb habitait au 4e étage. Et on avait fait cette petite pancarte avec les collègues militants. Et la première fois qu'on avait affiché, qu'on avait fait arrêter la manif pour afficher cette pancarte, elle avait duré 2 jours. Parce qu'elle était arrachée régulièrement. Et en fait, chaque semaine, on repassait, on la réaffichait. Et aujourd'hui, quand on les met, elle dure 1 mois, 2 mois. Donc voilà. Y compris sur ça, on peut voir l'évolution. Et on n'arrêtera pas de les afficher jusqu'à ce que la municipalité renomme la rue au nom de Zineb. Non, c'est beau. Ça va? J'ai ramené les tiges. C'est un peu... On va bientôt la libérer, on a fini. Il me reste deux parties à la faire visiter. Non, mais c'est pour vous les tiges. Ah, c'est cool. C'est pour les ballons. 500, il y en a. Ah, c'est cool. Putain, c'est beaucoup 500, c'est bien. Il y a beaucoup d'émotions qui traînent sur ces murs. Sur cette maison a vécu. Ah ouais, ça va. Le beau panneau de maison du peuple en bois. Ici, on avait installé un grand programme aussi. Bon, on l'a enlevé parce qu'on a peur d'être expulsé, que c'est quelque chose à laquelle on tient. Il y avait un grand tableau où chacun pouvait venir. Et en fait, c'était des cases par semaine. Et on pouvait proposer une activité. Il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et là, il suffisait de prendre un papier, par exemple, de marquer 19h, cours de boxe. Et on les mettait dans la case du lundi soir si on proposait un cours de boxe. Et les gens venaient consulter le planning qui était là et participer aux ateliers. Ça, c'est une idée que je vais me resservir direct. Ben voilà, par exemple, on a le calendrier, là je peux te montrer si tu veux. Ah ouais, je veux montrer un bien. petit peu la forme du Après la calendrier. vidéo, je veux bien que tu me le montres. Ouais. Voilà. Je vais courir à la façade pour vous montrer la façade après. Je vais dire merci à Fadela pour la visite. Il n'y a pas de quoi et tout le monde est le bienvenu à la maison du peuple, peu importe d'où vous venez, peu importe la ville, le pays. On Voilà. espère vous voir bientôt et nombreux. Et on compte sur vous pour en créer chez vous. Et Aussi. on compte sur vous surtout pour inonder les rues pour les prochains rassemblements. La salle Clément Méric aussi, je ne sais pas si tu l'avais vu. Non, je l'avais pas vu.
Clément Méric, donc c'est camarade d'Antifa qui a été assassiné par le fascisme, par le racisme, qui a été assassiné à Paris par 2 membres de Génération Identitaire, du GUD. Le fascisme tue encore, en 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne continue pas de lutter, on va pas y arriver. Il y a, comme on a pu le dire, le bruit des bottes est de retour. Et ça, on ne laissera pas faire. Et on ne laissera pas d'autres jeunes succomber sous les coups du fascisme. Et on ne laissera pas d'autres jeunes se laisser pourrir le cerveau par les idées racistes que le gouvernement peut souffler aujourd'hui. Sans être raciste directement, mais les mesures qu'ils mettent en place, tous les dispositifs qu'ils prennent aujourd'hui, c'est des dispositifs qui tendent vers le fascisme. Et ça, on continuera de lutter contre et qu'on ne les laissera pas faire. Et dernièrement, il y en a là il y en a un qui va faire de la tôle encore parce qu'il a viré des antifas là. C'est Antonin, Antonin, voilà. c'est ça, Antonin Bernanos, camarade antifasciste du groupe antifasciste Paris-Banlieue, qui, pour avoir défendu ses idées, subit les plus grosses pressions et répressions de la part de la police à Paris, de la part du procureur et de la part de la justice. Quand on dit que la police et la justice sont 2 entités complètement indépendantes, c'est pas vrai. Aujourd'hui en France, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Et Antonin en est une preuve. Recule-toi parce que ça c'est un tag qui pour moi décrit bien la maison du peuple. Lequel? La maison du peuple c'est now, c'est ici et maintenant. Parce que quand il n'y est pas, il y a trop de choses qui se passent. Je suis parti de la maison du peuple de Nantes depuis 1 semaine et on m'a déjà prévenu qu'elle avait changé, que j'étais pas prêt. Ça, c'est la salle Ibrahim Ali. C'est encore une histoire de racisme. Ibrahim Ali, c'est un jeune qui a été assassiné en 95 par les colleurs d'affiches du Front National. C'est un long combat que mène sa famille et ses amis. Ce jeune-là marchait. Et il a juste eu la malchance de croiser des colleurs d'affiches du Front National qui lui ont tiré dessus, qui l'ont assassiné et qui l'ont laissé sur le trottoir comme on peut laisser un chien aujourd'hui. Ça fait des années que sa famille se bat pour que la place des Égalades puisse être renommée au nom d'Ibrahim Ali. Et ça fait des années que les politiques le refusent. Ça fait des années qu'on continue, nous, de subir cette discrimination. Ça fait des années qu'on continue de combattre le racisme et on avance difficilement. On avance difficilement parce que même si on a des arguments à porter, on a encore l'impression que de développer le racisme, c'est nécessaire pour une grande partie des politiques qui s'en servent un petit peu comme un bâton pour faire peur aux personnes qui ne vont pas voter, sauf qu'on ne te laissera plus avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous dire qu'il faut qu'on aille voter, sinon on laissera passer les idées du Front National, parce que les idées du Front National sont ancrées depuis des années dans d'autres partis politiques. Le fascisme et le racisme ne se limitent plus au Rassemblement National ou à la famille des Le Pen. Il y a des bribes de fascisme dans différentes formes et dans différents programmes proposés par d'autres partis politiques qui se disent bien moins à l'extrême. Tout à fait d'accord. Les sauvages du futur. Bon, bah moi je suis conquis par cette maison. Je vais finir par vous montrer à l'extérieur. Attends, je voulais montrer un truc par inadvertance. Hop. Hop. Ah, je sais pas. Je suis tombé dessus, je l'ai filmé. Je sais pas ce que c'est. Non, elle me demandait ce que je filmais. Je dis, je sais pas, il y avait une feuille, je l'ai ramassée. Moi j'ai fini, je vais filmer d'aventure. Bon, bah j'ai pas beaucoup parlé ou mal parlé pendant cette vidéo. Mais je t'avoue que voir cette maison du peuple, voir leur combat qui se rapproche beaucoup du mien, ça me parle beaucoup. Ils font pas d'habitants, mais ici ils ont des structures et d'autres associations où ils peuvent réindiquer des gens. Ils font de l'hébergement vraiment d'urgence, si c'est vraiment urgent. Et l'avantage c'est que Fadela déjà elle est assistante sociale. Du coup elle connaît beaucoup de ficelles et beaucoup d'associations ici.
où elle peut reloger les cas extrêmes qui se présentent à la maison du peuple. Et ça, c'est un avantage. Voilà. Bon, ben, je sais pas, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Du coup, c'est cool. Je vais finir par vous montrer le beau tag qu'il y a sur l'autre entrée. Ah, tu vois, la maison du peuple, c'est ça. De Marseille. Et un beau lieu, de belles rencontres. Je suis conquis par mon séjour de 3 ou 4 jours à Marseille. On a passé un super moment, on a appris beaucoup de choses. Franchement, c'était cool. Je dis beaucoup cool, hein. Je dirais que c'est tranquille, comme on dirait à Marseille. Mais voilà, en tout cas, j'étais conquis par les gens de la Maison du Peuple de Marseille, par les gens du McDo, même si c'est pas mon combat. Mais tout combat, tant que les gens combattent, et je peux comprendre les gens, tu sais, les gens ils ont besoin de travailler, enfin, je vais pas rentrer dans ce débat maintenant là. Mais en tout cas, superbe visite de Marseille, superbe tag, voilà. Je sais que dans tout ça il manquait l'histoire de Zineb, mais j'ai le copain Aurel là qui a fait une interview hier sur l'histoire de Zineb. Et du coup, je posterai son interview directement. Bon, ce sera un peu plus tard, mais ce sera fait. Voilà. En tout cas, ben voilà. Marseille, ça déchire. Bon, ben maintenant, en route vers Camarès, avec un petit arrêt à Montpellier, pour discuter avec les copains de Montpellier, à propos de la prochaine assemblée des assemblées. Voilà. Bon, allez, Hugues et fraternité, tout le monde.